Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va donc faire l'actu du mois. Je m'excuse encore de ne pas avoir été au rendez-vous de dimanche dernier, j'étais souffrante, ça va beaucoup mieux, merci pour tous vos petits messages de bon rétablissement, ça m'a fait vachement plaisir. J'ai vu aussi que pas mal d'entre vous avaient chopé la crève. En même temps, vu le temps qu'on a, un coup il fait très chaud, un coup il fait très moche. Je comprends, donc j'espère que vous allez mieux également, ceux qui ont été malades. Et pour ceux qui voulaient voir le trophée YouTube, eh bien le voici. Désormais, il sera là-bas. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je vous redis encore merci d'avoir aidé cette chaîne à franchir ce beau palier. Donc voilà, il est juste derrière. Donc, l'actu du mois. Alors, des nouvelles de Britney Spears. Ça va être un petit peu à cheval hein, entre avril et mai. Je vous préviens parce que du coup je fais cette vidéo un peu plus tard que d'habitude vu que j'étais malade. Alors Britney, deux choses. Déjà il y a eu le procès contre son père parce que bien que sa tutelle ait été levée il y a déjà un petit moment maintenant, il y avait encore des conflits financiers à régler avec son père. Ça a eu lieu, c'était en avril. L'avocat de Britney Spears déclarait avoir été réjoui d'avoir retrouvé la liberté complète de Britney Spears et je cite ces mots: si la tutelle a été levée en novembre 2021, son souhait de liberté vient seulement d'être réellement exaucé. Comme Britney le souhaitait, elle n'aura plus à se rendre au tribunal concernant cette affaire. Britney a gagné lorsque le tribunal a levé la tutelle de son père et Britney a encore gagné lorsque ses droits fondamentaux lui ont été rendus. Alors l'accord financier, il a été estimé à plus de 2 millions de dollars que Britney doit verser donc à son père. Pourquoi? Donc c'était une somme qui couvrait ses honoraires en raison des différents cabinet d'avocats qu'il a engagé au cours de la tutelle. Il réclamait aussi à ce que Britney lui rembourse les frais déboursés depuis qu'elle a retrouvé sa liberté en 2021. Sauf qu'à cela, Britney a également dû payer 4 millions de dollars à son avocat pour tous les frais de justice afin de sortir de sa tutelle. Donc je vous cache pas qu'elle l'a un peu mauvaise d'après ce qu'on comprend. Et du coup, au terme de ce procès, l'avocat de Jamie Spears, le père de Britney, a déclaré: l'accord est confidentiel. Bon, pas tant que ça vu qu'on a quand même eu le chiffre 2 millions de dollars qui est sorti, mais je peux vous dire que Jamie est ravi que tout soit enfin terminé. Il aime sa fille et tout ce qu'il a fait était pour la protéger et la soutenir. Donc voilà, affaire classée, Britney et son père maintenant c'est terminé, mais alors là, depuis quelques jours, ça recommence à parler d'une éventuelle tutelle. Je vous avoue que ça commence à être un petit peu fatigant, cet acharnement sur Britney Spears. On a déjà parlé de tout ça. Oui, ces vidéos, Instagram, tout ça, ça a l'air un petit peu bizarre. On a vu qu'elle était dans un espèce de truc où elle s'amuse comme une ado, elle se filme en train de danser, en train d'essayer des vêtements, tout ça. Par rapport à tout ce que cette femme a vécu, je pense qu'il faut lui laisser le temps de se reconstruire et ne pas trop juger tout ça, même si je peux comprendre que pour certains ça a l'air un peu cringe. Je pense qu'elle fait ce qu'elle peut par rapport à tout ce qu'elle a traversé, mais là récemment, en fait, elle s'est pété le pied au château Marmont. Du coup, il y a eu des ambulances qui sont venues. Forcément, les paparazzi étaient au taquet. Ils ont parlé d'une récidive de 2007 quand ils avaient tous débarqué chez elle pour filmer les pompiers qui l'avaient carrément attachée à un brancard. Alors, Britney s'est quand même exprimée là-dessus. Selon elle, l'arrivée des paparazzi, des ambulanciers, etc., c'est à cause de sa mère. On pensait pourtant qu'elles avaient enterré l'âge de guerre, vu que sa mère était présente à son anniversaire en décembre dernier. Bon, apparemment, il y a encore quelques petites tensions. Elle dit qu'elle est à l'origine de ce nouveau bad buzz à son égard. Je me suis tordu la cheville la nuit dernière et les ambulanciers se sont présentés illégalement à ma porte. Ils ne sont jamais venus dans ma chambre, mais je me suis sentie complètement agressée. Je sais que ma mère était impliquée. Je ne lui ai pas parlé depuis 6 mois et elle a appelé juste après que cela se soit produit, avant que la nouvelle ne soit publiée. J'ai été piégée comme elle l'avait fait il y a longtemps. Donc juste une entorse, c'est pas la mer à boire, sauf que ça a déclenché des inquiétudes. Alors selon une source, encore une fois, on ne sait jamais qui sont ces sources, mais selon une source, ça inquiète les proches de Britney qui du coup, apparemment, songerait à la remettre sous tutelle. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça quand même assez lunaire. C'est pas parce qu'elle s'est pété le pied dans une chambre d'hôtel que tout de suite, ça y est, faut la terner à nouveau, faut la mettre sous tutelle, faut lui redonner des cachetons à ne plus en pouvoir. Enfin, là, pour le coup, dès qu'elle fait un petit pas de travers, sans mauvais jeu de mots, tout de suite,
On reparle de tutelle, on dit qu'elle va très mal, qu'il faut la prendre en charge, que limite elle est un danger pour elle-même. Bon, je vous laisse juger par vous-même, mais moi mon avis, voilà, je vous le donne. Je trouve que c'est un petit peu abusé, quoi. Encore une fois, foutons-lui la paix. Bref. Ensuite, un petit mot par rapport à Kim Kardashian. Alors, je vois fleurir des vidéos en ce moment sur internet qui parlent de la fin de Kylie Jenner. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur la fin des Kardashians où je vous expliquais un petit peu justement tout ce qu'elles ont fait, l'ascension, etc. Et à quel point maintenant on avait l'impression qu'elles avaient un petit peu épuisé en fait les gens. Maintenant, tout ce qui est consommation à l'extrême, tout ce que nous vendent les Kardashians, les gens en ont un peu marre. Les choses ont changé, c'est plus comme avant. Et elles ont du mal, je trouve, à s'aligner dorénavant avec tout ça. Bon, ça c'était autre chose, mais on peut quand même ressentir cette tension, on va dire, entre le public et les Kardashians, notamment par rapport à une intervention de Kim Kardashian lors de l'émission The Roast of Tom Brady, qui était en live sur Netflix. Elle s'est fait huer comme jamais. Elle est montée sur scène pour faire un toast et faire un petit discours humoriste. I know a lot of people make fun of your height. Speaking of Tom and I dating, I know there were some rumors that we were, and I'd never say if we did or not. I'd just release the tape. But I do know it would never work out. An ex-athlete, high cheekbones, silky hair. You remind me too much of my stepdad now. Honestly, it's hard for me to watch people roast you, but I think enough of my family members have helped defend former football players. Elle a aussi fait une petite allusion à son père et O.J. Simpson, et également à sa fameuse vidéo qu'elle avait fait avec son ex, vidéo qui l'a rendue célèbre, hein, vous voyez de quoi je parle. Bon, voilà, ça a été très tendu. Cette petite intervention de Kim, et pour autant sachez que Netflix a été très gentil, hein, parce qu'ils ont décidé de supprimer cette scène là, parce que du coup l'émission est restée sur Netflix. Bon, la version live, tout le monde a pu voir la catastrophe, mais pour autant par la suite ça a été cuté, histoire de se débarrasser de ce moment gênant. Donc il y a eu ça, c'était là, il n'y a pas longtemps. Et par la suite, il y a eu donc le Met Gala. Donc on est habitué au look de Kim Kardashian avec ses espèces de corsets archi serrés. Et elle a recommencé, elle est apparue avec un corset très 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 serré. Les internautes ont commenté plein de choses du style c'est tellement dangereux et irresponsable, horrible, elle a l'air de souffrir, elle ne peut même pas respirer. Quel exemple pour ces jeunes femmes. Donc elle s'est également un peu fait descendre sur les réseaux par rapport à ça. Et comme je vous dis, ça rentre dans la lignée de les Kardashians fatiguent maintenant tous ces trucs de corsets hyper serrés, leur humour, leur présence à plein d'événements, tout ça, les gens commencent à plus trop comprendre l'intérêt, ni même l'engouement autour d'elles. Et tout ça, encore une fois, c'est lié aussi à tous les business qu'elles ont fait, qui ont pour la plupart floppé, ou du moins qui flopent. Mais on essaye d'enterrer l'affaire. Je vous prends par exemple Kylie avec sa marque Kylie Jenner, qui maintenant... Bon, on sait pas trop en fait ce qui se passe réellement. Enfin, moi, cette marque-là, je ne la vois plus personne n'en parle. La marque qu'elle a sortie pour les produits pour la peau, apparemment, c'est une catastrophe. Enfin bref, toutes les marques qu'elle sort en prêt-à-porter, etc., les retours sont catastrophiques. Kim, par Skims, apparemment, où ça passe. Le reste, c'est pas la qualité qu'on nous promet par rapport au prix. Donc, voilà, les deux interventions de Kim à cette émission et au Met Gala, ça a fait jaser. Je dis pas qu'elles ont jamais été critiquées, attention, mais en tous les cas, ce qui est constaté en ce moment sur le net, c'est que les gens saturent vraiment des Kardashians, quoi. Bon, affaire à suivre. Ensuite, quand même une bonne nouvelle, on a appris que Justin Bieber et sa femme Hailey allaient devenir parents. Donc ça, on l'a appris là, début mai, c'était le 9. Ils ont partagé la nouvelle sur leur compte Instagram. Je vous l'avais également partagé sur mon compte Instagram avec une tête un petit peu sceptique. Alors sceptique pourquoi ? Parce que quelques jours avant, on avait Justin Bieber qui avait posté une photo de lui où il était en larmes, et Hailey qui commentait « Oh, qu'est-ce qu'il est beau quand il pleure », quelque chose comme ça.
Ça avait fait réagir beaucoup de personnes à base de mais elle se moque de lui. Alors, le mec il est clairement en détresse, ça ne va pas. Bon, peut-être que, je ne sais pas, il pleurait d'émotion parce qu'il va être papa et qu'elle seule le savait. C'est pour ça qu'elle a commenté ça comme ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je suis sceptique. Là-dessus, je vous donne mon avis parce que pour moi, Justin, j'ai pas l'impression qu'il soit encore très bien. J'ai pas l'impression qu'il soit sorti d'affaires. Je vous ai parlé de lui, hein. J'ai fait une vidéo sur lui entièrement dédiée à son parcours, toutes les frasques qu'il a eues, ses problèmes avec les substances, etc. Pour moi, il est encore très fragile, hein, ce garçon. Donc, je trouve pas que le timing soit extrêmement bon. Après, on ne sait pas. Voilà, peut-être que l'arrivée de cet enfant va redonner un nouveau souffle à Justin et qu'il va aller encore mieux. Mais ça peut faire aussi l'inverse. Il peut se sentir encore plus dépassé par les événements et aller mal. C'est aussi un risque. Donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique. J'espère que ça va bien se passer. Bon, en tous les cas, eux, ils sont très contents. Selon un proche, ils sont très excités à l'idée d'élever leur bébé. Ils ont même un nom qu'ils trouvent parfait. Ils commencent déjà à décorer la chambre du bébé. Et apparemment, donc, Hayley serait déjà enceinte de 6 mois. Les proches, tout ça, le savaient, mais ils attendaient avant d'en parler publiquement. Et toujours en parlant de bébé, eh bien, il y a Robert Pattinson et sa chérie Suki Waterhouse qui ont accueilli leur premier enfant. Apparemment, c'était aux alentours du 26 mars, parce que la date n'a pas réellement été confirmée. Bon, j'ai vu une source qui disait que c'était le 26 mars. Donc voilà, félicitations à Robert et Suki. Et maintenant, je voudrais parler un petit peu de mon avis sur le film Back to Black, parce que j'ai fait une vidéo donc sur Amy Winehouse à l'occasion justement de la sortie de ce biopic, et beaucoup d'entre vous m'ont demandé justement mon avis sur ce film parce que j'ai été le voir j'étais voir la semaine de sa sortie en fait, c'était le mercredi, il est sorti, j'ai été le voir le dimanche. Alors, je ne vous cache pas que j'étais très réticente par rapport à ce biopic parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit waouh, la comédienne, ça va pas le faire. Je trouvais qu'elle n'avait rien à voir avec Amy. Du coup, ça m'a refroidi d'entrée de jeu. Pareil pour le rôle de Blake. Je trouvais que l'acteur ne correspondait absolument pas. Et d'après certaines critiques, les avis n'étaient pas très élogieux. Je me suis dit, bon, je vais y aller moi-même. Voilà, on est allé avec des amis et tout. Et je vais me faire mon avis. Il dure quand même plus de 2 heures. Hein. Alors, il s'avère que finalement, ce qui me faisait le plus peur, donc à savoir l'actrice Marissa Abela, eh ben, ça a été ce que j'ai préféré. Voilà, j'ai trouvé sa performance extraordinaire. J'étais bluffée, elle m'a juste scotché à mon siège, tellement que c'est une superbe actrice. Alors je la connaissais pas. Pareil, j'ai été très surprise de voir, du coup de mes yeux, hein, et d'entendre que c'était elle qui chantait les 3/4 des chansons qu'on entend dans le film. Elle a pris des cours de chant pendant 4 mois, 2 heures par jour, je crois. Et il est vrai que le timbre de voix ressemble à Amy. On entend que c'est pas Amy, mais ça ressemble. Bon, déjà en termes donc de performance d'actrice, chapeau bas. Franchement, chapeau bas. Même pour le petit ami qui est donc Jack O'Connell, pareil, j'ai trouvé qu'il s'en sortait pas trop mal. Après, les rôles, alors j'étais quand même un petit peu surprise de voir que le rôle de la mère était si peu existant. On la voit quasiment pas dans le film, à croire que la mère d'Amy n'a eu aucun rôle dans sa vie. On voit surtout le père et la grand-mère. Pareil, le père, très bon comédien. La grand-mère, pareil. J'ai beaucoup aimé les scènes entre Amy et sa grand-mère dans ce film. Voilà, ça répond, on va dire, à pas mal de questions, mais pour moi, ça n'est pas... comment dire ? Ça n'est pas un biopic au sens où je l'entends, ça ne retrace pas toute la vie d'Amy, ça retrace une petite période. Et effectivement, quand Sam Taylor-Johnson, donc la réalisatrice de ce film, qui je rappelle est aussi celle qui a réalisé entre autres 50 nuances degrés, le premier volet, nous dit que ce film-là va surtout traiter de la relation entre Amy et Blake. On sait donc dans quoi on va, donc on s'attend à avoir juste les quelques années de la vie d'Amy où Blake était présent. Donc elle nous l'a vendu comme une histoire d'amour, voilà. Alors oui, effectivement, c'est à peu près cette période-là qu'on voit dans le film, juste avant sa rencontre avec Blake et après, hein, le divorce, tout ça. Mais ça n'est pas pour autant que je trouve le film vraiment tourné vers l'histoire d'amour entre Blake et Amy. J'ai pas vraiment ressenti ça comme elle nous l'avait vendu.
J'ai même trouvé qu'on restait beaucoup sur notre faim. Enfin, c'est pas pour autant que j'ai mieux cerné les rapports entre Amy et Blake, par exemple. Alors peut-être que c'est que moi, hein. Vous, je ne sais pas. Mais je pensais justement qu'on allait plonger dans l'intimité du couple, que la réalisatrice avait fait plein de recherches par rapport à des proches, tout ça, qui auraient été là avec eux et qui auraient pu justement nous apprendre beaucoup plus de choses sur la réelle relation entre Blake et Amy, mis à part les substances, addictions, etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc c'est un petit peu ça qu'elle nous promettait, Sam. Je ne l'ai pas vu. Juste on voit quelques embrouilles, enfin surtout des embrouilles je trouve d'ailleurs, quelques moments d'euphorie, mais j'ai trouvé ça très léger par rapport à ce qui était promis. Ensuite, pareil, je trouve qu'on a un peu survolé le rôle du père, parce que le rôle du père dans la vie d'Amy, il est quand même assez important. Là, pareil, je trouve qu'il n'y a pas eu une réelle scène qui m'a marquée entre Amy et son père et qui explique beaucoup de choses. Alors, il y a des petits moments par-ci, par-là qui, effectivement, aident à cerner un peu les rapports entre Amy et son père. Mais en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est que je trouve que dans ce film, tout est un peu survolé. Du coup, j'ai du mal à comprendre la réelle direction du film. Et je comprends maintenant beaucoup mieux, effectivement, les propos de son meilleur ami par rapport au biopic. Je vous les avais cités dans la vidéo sur Amy. C'était vers la fin de ma vidéo, où il disait que si Amy voyait ce biopic sur elle, limite, elle se retournerait dans sa tombe, quoi. Elle serait furieuse parce que ça la dépeint très mal. Alors, effectivement, je ne connaissais pas Amy Winehouse, hein, bien sûr, mais de par l'interprétation de l'actrice, alors après, c'est pas son jeu qui est remis en cause, hein, elle a été dirigée, on lui a dit de jouer comme ça. Si c'est vraiment ça, Amy Winehouse, bah moi j'ai vu une fille hyper agressive, certes qui a l'air très gentille, mais qui pète des plombs pour rien, qui s'énerve tout le temps, qui limite massacrait la tronche de Blake tous les 4 matins, et que c'est pour ça que le type il s'est barré, et... Enfin, la meuf invivable. C'est un peu comme ça que moi j'ai cerné Amy dans ce film. Effectivement, tout le côté drôle d'Amy Winehouse qui ressort quand même beaucoup dans les interviews de ses proches, il y est pas. Ses rapports avec ses fans, tout ça, on le voit pas vraiment non plus. Enfin, juste si, quand elle les tape dans le public et tout, oui, c'est des choses qu'on a vues aussi dans la vraie vie, mais il n'y a pas que ça. Donc ouais, je trouve que ça a vraiment survolé beaucoup de choses. Pour autant, j'ai quand même passé un excellent moment. Voilà, sur les 2 heures, je les ai pas vraiment vus passer. Il y a eu des moments où il y avait quelques longueurs, mais encore une fois, je trouve que la performance de l'actrice, en fait, elle porte le film à bout de bras. Voilà. Donc ouais, j'ai quand même passé un bon moment, mais je pense qu'il ne faut absolument pas du coup regarder ce film en se disant que c'est fidèle à l'histoire et au caractère d'Amy Winehouse. Alors il y a plein de petites choses, par exemple, qui sont véridiques, hein, oui, j'ai retrouvé donc des choses que j'ai dit en vidéo et que j'avais vues également dans des documentaires sur Amy Winehouse, mais également des choses que j'ai pas trouvé correctes. Par exemple, c'est en prison dans le film que Blake demande le divorce à Amy. Ça s'est pas passé du tout comme ça. Il y a aussi un problème de temporalité. La chanson Rehab, ils nous la mettent dans le film, je ne sais pas à combien, mais le film était déjà bien entamé. Et ils nous mettent la scène où elle chante Rehab juste après qu'elle soit allée en cure, qu'elle ait demandé à son père de l'emmener en cure. Donc dans la timeline, ça va pas du tout. On peut pas mettre cette chanson juste après qu'elle ait dit « je vais en cure », alors que la chanson parle du fait qu'elle ne veut pas aller en cure. Donc ils auraient dû la mettre beaucoup plus tôt dans le film. Ça aurait plus fait sens. Après, j'ai beaucoup aimé par contre une scène en particulier. C'est celle où elle chante justement Back to Black. Et là, on la voit pleurer en studio. C'était très très fort comme moment. Mais on voit également plein d'événements de la vie d'Amy qui sont produits pendant qu'elle enregistrait donc ce morceau, hein, le disque. Notamment la mort de sa grand-mère. Enfin, la scène était, je trouve, très bien filmée. Je pense aussi à une scène où elle court pour échapper au paparazzi. On dirait qu'elle a comme une espèce de GoPro collée à elle, quoi, une caméra, donc on a l'impression de courir avec elle, quoi. Voilà, c'était très bien foutu aussi. Après, les décors ne sont pas extraordinaires. J'ai pas fait waouh à aucune scène, mais c'était pas non plus ce que j'attendais en regardant un film sur Amy Winehouse. C'était pas le strass et les paillettes hollywoodiennes, c'était une londonienne qui se produisait dans des bars. Après, oui, elle a fait des grandes scènes, etc. Mais
je ne m'attendais pas du tout à une atmosphère glamour et paillettes. Je trouve que ça aurait pas collé avec l'univers d'Amy. Donc finalement, je n'ai rien à dire concernant les décors, le choix de la photographie, des lumières, tout ça. Ça claque pas aux yeux, mais ça ne me choque pas, parce que je trouve que l'ambiance correspond, on va dire, à l'histoire et au personnage. Après, la réalisatrice a fait un choix, celui de ne pas montrer trop de scènes où Amy prend des substances. Une fois, on la voit aspirer du CRACK, on la voit pas prendre de l'héro, on la voit pas sniffer, voilà tout ça. J'ai trouvé ça bien, parce que on le sait tous qu'elle prenait plein de trucs, donc c'est pas la peine non plus de faire un second Trainspotting et de nous mettre des scènes comme ça à tout va. Moi justement c'est ce que je redoutais, je n'aime pas voir des scènes comme ça. Donc le fait qu'on passe très vite là-dessus et qu'on les détaille pas et qu'on n'en montre pas à tout va, j'ai préféré. J'ai aussi pas mal aimé la fin, où justement je redoutais qu'on voit son décès. Ça n'est pas le cas. Je trouve que même c'est une très belle fin, triste, mélancolique et limite poétique. Donc là-dessus, je trouve que Sam Taylor Johnson a été assez respectueuse, on va dire, d'Amy, mais à contrario, elle ne l'a pas respectée par rapport à son caractère. Voilà, donc c'est très ambigu tout ça. J'ai vu aussi beaucoup de critiques qui disaient que justement le père était mal dépeint, parce que le père, c'était, je vais pas dire le mot, mais en gros, il a bien profité de sa fille. C'est en partie à cause de lui qu'elle a sombré, etc. Je sais que beaucoup pensent ça. Moi, je pense que c'était un père aveugle et qu'il a vu que sa fille gagnait beaucoup d'argent. Donc oui, je pense qu'il a fermé les yeux volontairement, notamment sur la cure, pour que sa fille continue à travailler, à être célèbre, etc., etc., etc. Mais je me plais toujours à croire, et vous le savez, qu'il aimait quand même sa fille, qu'il n'en avait pas rien à faire. Donc on va dire que le père qui est dépeint dans le film, j'espère pour Amy que c'était un peu ça quand même, que même si, oui, il ferme les yeux sur la désintox et qu'il ferme les yeux sur ses problèmes d'addiction, etc., j'espère quand même qu'il y avait de l'amour dedans, comme on le ressent dans le film. Je trouve que ça a été assez bien dosé, justement, dans ce biopic. J'espère que c'était comme ça dans la vie. Après, concernant sa relation avec Blake, on comprend très bien, du coup, dans ce film, qu'en fait, Blake, c'est un peu un électron libre, quoi. Voilà, le mec, il prenait des trucs, il a rien demandé à Amy là-dessus, il a continué. Ça n'a pas marché entre eux. Alors, on comprend qu'au début, ça n'a pas marché entre eux parce qu'elle lui tapait dessus, et que la célébrité, tout ça, c'était trop. Il n'a pas supporté. Et qu'après, on comprend qu'il est revenu par intérêt. C'est plus ou moins suggéré quand même. Mais après, la relation qu'ils ont vécue carrément sous le feu des projecteurs, on voit que ça a pesé sur Blake. Et qu'au final, c'est justement parce qu'il a été arrêté qu'en prison, il a dû arrêter les substances et tout, qu'il y a vu plus clair et qu'il a vu que leur relation, c'était une relation de codépendance. Et donc c'est pour ça qu'il demande le divorce. Encore une fois, c'est pas passé comme ça dans la vraie vie. Mais du coup, si on voit les choses par rapport au film, si on adhère au film, Blake, oui, c'est pas un enfant de cœur, mais limite le pauvre. Il subissait la notoriété d'Amy, il subissait tous ces pétages de plomb, etc. Est-ce que ça s'est passé comme ça dans la vie ? Je ne sais pas. Je sais que beaucoup sont très mitigés sur ce Blake. Donc au final, voyez-le par curiosité. C'est un bon film, c'est un bon divertissement. Il y a des choses quand même qui sont fidèles à la réalité, mais ne soyez pas étonnés si parfois vous tiquez. Ceux qui connaissaient bien le sujet Amy Winehouse, vous verrez qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes et que, apparemment, comme je vous dis, selon le proche d'Amy, son caractère, c'était pas ça. Effectivement, encore une fois, elle grimpe un peu en l'air pour rien. Mais au-delà de ça, ça reste un bon film. J'avais un petit peu peur, mais j'ai pas été déçue. Je pensais que ça allait être bien pire. Et, je le dis encore, l'interprétation de l'actrice. Moi qui pensais que ça collait pas du tout, oui, alors elle lui ressemble pas, on va pas non plus embaucher tout le temps des sosies, je pense que c'est pas possible. Mais elle est quand même, je trouve, crédible par rapport au maquillage, la coupe de cheveux, le look, la gestuelle.
Elle a vraiment bien imité Amy, en tout cas en termes de gestuelle. Elle a fait un sacré taf, l'actrice. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est que mon avis. Hein. Ne me tapez pas dessus si vous le voyez et que vous me dites ah mais non Julie, comment ça, mais trop pas. Je vous dis juste mon avis. Voilà. Je m'attendais à être déçue. J'ai été agréablement surprise et mes amis, hein, on y a été à 4. Eux, pareil, ils ont passé un très bon moment. Voilà, je suis désolée pour la partie actu, du coup elle était un peu plus courte parce que je voulais justement vous parler également du film. Beaucoup m'ont demandé mon avis et c'est vrai que c'est rare que je donne mon avis sur un film ou une série. J'avais dit que je parlerais de The Idol, je l'ai jamais fait, désolée, maintenant c'est loin donc c'est plus trop la peine que j'en parle, mais juste pour info, j'avais pas du tout aimé, hein. Voilà, mais ouais. Donc voilà mon avis sur Back to Black, je le recommande quand même. Voilà, c'est un bon divertissement, mais ne le prenez pas pour un biopic au sens propre du terme. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à dimanche et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.